Donc ça, c'est le gros avantage du LMNP, parce qu'à côté de ça, quand on revend, on n'est pas à la plus-value des professionnels, on est à la plus-value des particuliers. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer la différence? Réfléchir et phosphorer au niveau du gouvernement, parce que voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense qu'il faut nuancer la chose. Au final, et la fiscalité, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de logique avec l'économie actuelle. C'est pour ça qu'il y a probablement que on peut l'appeler niche fiscale, les jours sont potentiellement comptés. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, je suis très heureux de vous recevoir sur cette nouvelle capsule de Money Tree. Dans cette capsule, j'accueille Mathieu Chauveau. C'est pas la première fois que j'accueille Mathieu sur ce podcast. On va parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui fait beaucoup jaser dans le monde de l'immobilier et notamment des investisseurs bailleurs. J'ai beaucoup de questions à titre personnel sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, dans les commentaires aussi des publications, sur l'avenir du régime LMNP. Est-ce qu'il est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier, considérant que ce régime LMNP est quand même un petit peu sur la sellette? Alors oui, non, peut-être, sous quelles conditions? On va y répondre tout de suite avec Mathieu Chauveau. Je laisse ce siège à Mathieu, puisque ça va être le protagoniste principal de l'épisode, et on va vous montrer tout plein de chiffres. Concentrez-vous bien. Si vous nous regardez sur YouTube, vous avez du coup tous les chiffres qui vont apparaître et vous aurez une vision assez claire des différents scénarios auxquels vous pourriez être mangé en régime de location meublée si jamais tel ou tel scénario devait passer. Et puis si vous êtes sur les plateformes de podcast et que vous nous écoutez en audio, eh bien essayez de bien tendre l'oreille et vous concentrer. Puis n'hésitez pas à revenir aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube Money Tree Podcast pour voir un petit peu plus de détails chiffrés et surtout illustrés. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute et je laisse encore une fois le siège à Mathieu tout de suite et je m'en vais de l'autre côté. À tout de suite. Salut Mathieu. Salut Julien. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Je te reçois aujourd'hui au micro de Money Tree. Ça fait quelques épisodes qu'on a déjà fait ensemble sur ces derniers mois. Voilà, ça fait un petit moment. À chaque fois, avec toi, on parle de chiffres. Ouais, j'aime bien ça. Pourquoi on parle de chiffres? Parce que du coup, tu es le CEO de Ça Compte Pour Moi, qui est un cabinet d'expertise comptable digitalisé. Mais pas que, puisqu'il y a des vrais humains derrière quand même. Hein, voilà, c'est pas que des robots. Donc on met d'ailleurs le lien dans la description de l'épisode pour les gens qui seraient intéressés par vous consulter, parce que vous êtes aussi calé sur le solopreneur que l'entrepreneur déjà aguerri, ou aussi la fiscalité relative et la comptabilité relative à l'immobilier, à savoir SCI, ALIS ou LMNP notamment, et LMP. Donc on laissera ceux qui le souhaitent aller visiter votre site et puis vous contacter aussi. Contactez d'ailleurs de la part de Money Tree, hein, si vous y allez. Il vous fera un petit truc. Un petit quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour parler de LMNP, location meublée non professionnelle. On ne va pas forcément trop rentrer dans le détail de c'est quoi les avantages du LMNP aujourd'hui. On va juste le résumer en 2 secondes. Est-ce que tu peux déjà, avant de rentrer justement dans la refonte que le gouvernement, enfin qu'une partie du gouvernement en tout cas aimerait mettre en place, avant de rentrer dans ce détail-là, est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qu'est le LMNP en 2 minutes? Ça marche. Donc LMNP, location meublée non professionnelle, ça concerne effectivement tous les investissements locatifs meublés. Donc on peut louer, contrairement à la location nue qui est un bien immobilier qui est loué nu, le bien meublé, en fait, on a les meubles nécessaires pour vivre dedans, un lit, un canapé, une cuisine équipée, etc. Donc à partir du moment où on loue un bien en meublé, on peut prétendre effectivement à un régime de la location meublée. Donc soit les non professionnels, soit les professionnels. Donc si on ne dépasse pas 23 000 euros de recettes par an et que ça représente moins que nos autres revenus du foyer, on reste en location meublée non professionnelle. Par contre, si on cumule, donc à la fois on fait plus de 23 000 euros de recettes de location meublée et qu'en plus ça dépasse nos autres revenus du foyer fiscal, là on est professionnel. Ouais, juste pour préciser là-dessus, parce qu'il y a souvent des gens je suis assez étonné, qui appréhendent de mal ça. C'est-à-dire que souvent ils se disent, ils comprennent pas le principe de il faut que ça dépasse les autres revenus, etc. Donc juste pour point de détail,
Je prends un exemple, si vos revenus du foyer, par exemple, salariaux, c'est 50 000 euros à l'année, donc vous dépassez depuis longtemps les 23 000 euros de revenus à côté, mais si vos revenus de location meublée ne sont que de 48 000, vous êtes toujours LMNP. Si par exemple ils sont de 50 000 et 1 euro, bah là, ça dépasse 50% de vos revenus globaux, salariaux plus revenus de location meublée, et donc en ce sens, vous passez LMP. Voilà. Exactement. Mais en fait, souvent les gens se disent oui, mais de toute façon, à partir du moment où je suis plus de 23 000 euros, je suis LMP. Non, c'est plus de 23 000 euros et plus de la moitié des revenus globaux. C'est pas un ou, c'est un et, ça c'est important. Et effectivement, et c'est pour ça que moi j'aime bien dire supérieur aux autres revenus du foyer, parce que la règle précise, c'est supérieur à 50% des revenus du foyer. Du coup, c'est peut-être moins clair. C'est ça aussi qui est mal compris. Voilà, c'est pour ça que je préfère dire c'est supérieur aux autres revenus c'est ça. du foyer. Effectivement, donc là, dans ce cas-là, si c'est inférieur aux autres revenus du foyer, à la limite, c'est plutôt ça l'indicateur à regarder plus que les 23 000. C'est le plus important. On est donc en location meublée non professionnelle. Puisque ce n'est pas votre activité principale en matière de revenus. C'est ça. En fait, c'est tout simplement ça. C'est une logique, en fait, tout simplement. Ça ne représente pas la majorité de vos revenus. Donc, si on est non professionnel, on rentre dans le cadre donc, de la location meublée non professionnelle. Et donc, c'est un régime qui permet, en fait, contrairement aux revenus fonciers, quand on loue en nu, d'avoir un avantage fiscal principal qui est celui de l'amortissement comptable. En fait, la différence principale vient de là. C'est-à-dire qu'on peut amortir le prix de notre bien d'un point de vue comptable et donc fiscal aussi. Et donc, ainsi, réduire notre résultat fiscal imposable à hauteur des amortissements qu'on a pratiqués. Si on a acheté un bien... pour expliquer la logique de l'amortissement, 200 000 et qu'on l'amortit sur 20 ans, c'est pas aussi simple que ça en réalité, mais c'est pour l'exemple, ça veut dire qu'on va pouvoir amortir 20 000 euros par an. Non, j'ai dit 200 000, pardon, sur 20 ans, donc 10 000 euros par an, de notre résultat fiscal. Donc je vais prendre mon loyer, je déduire mes charges, revenus fonciers, charges de copro, taxes foncières et les intérêts d'emprunt, par exemple, c'est souvent ça. Et donc, je vais pouvoir avoir ensuite, déduire en plus mes 10 000 euros d'amortissement et avoir mon résultat final qui sera 10 000 euros moins élevé que si j'avais été en revenu foncier, par exemple. C'est vrai, c'est un résultat comptable, pas en matière de trésor. Et oui, bien sûr, exactement. Et même si souvent, quand on a un emprunt sur à peu près une durée équivalente à l'amortissement, aussi, on est à peu près, on est à peu près là-dessus. Mais bon, généralement, effectivement... ça dépend aussi du rendement qui est en face. Ça dépend de plein de choses. Mais le résultat fiscal sera celui-là. Et donc, ça permet de diminuer le résultat fiscal. Et en gros, pour faire simple, de ne pas être imposable sur les loyers qu'on perçoit de cette activité, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est le gros avantage du LMNP, parce qu'à côté de ça, quand on revend, on n'est pas à la plus-value des professionnels, on est à la plus-value des particuliers. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer la différence, parce que c'est important pour comprendre la suite. Exactement, ça c'est le deuxième avantage, en fait, c'est que le LMNP, on mixe les avantages, on va dire, de la SCI, où on peut amortir. SCI à l'IS. À l'IS, bien sûr, donc SCI à l'IS où on peut amortir, mais on mixe aussi avec l'avantage du revenu foncier, qui a quand même un avantage au niveau de la plus-value, qui est la plus-value des particuliers. C'est-à-dire que la plus-value des particuliers, en gros, on fait, qui peut paraître très logique, mais c'est pas toujours logique, la fiscalité. Donc prix de vente moins prix d'achat, et éventuellement ensuite un abattement derrière en fonction de la durée de détention du bien. À partir de la 5e année. À partir de la 5e année, et au bout de 30 ans, tu es totalement exonéré. Donc en gros, entre 5 et 30 ans de détention, tu as un abattement, et au-delà de 30 ans, c'est totalement exonéré. Et avant 5 ans, il n'y a rien. Donc du coup, on est prix de vente moins prix d'achat, moins abattement éventuel, et tout ça est imposé. Là par contre, c'est quand même bien imposé, puisque c'est 19% d'impôt sur le revenu, plus 17,2% d'impôt de prélèvements sociaux, pardon. Donc ça fait 36,2% de notre plus-value imposable, après éventuellement, en tout cas, abattement qui ne s'applique que sur l'impôt sur le revenu, pas sur les prélèvements sociaux. Oui. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça s'applique différemment. Ça s'applique plus fort sur l'impôt sur le revenu que sur les prélèvements sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, quand je disais 30 ans, c'est pour les deux, mais en fait, c'est 25 ans pour l'IR, 30 ans pour les deux. Donc, c'était trop simple, en fait, de faire le même abattement pour les deux. Donc, il y a deux barèmes différents, un pour l'impôt sur le revenu, un pour les prélèvements sociaux. Mais ça, le barème, vous l'avez sur impôt.gouv, c'est assez... sur le site du gouvernement, en tout cas, vous l'avez. C'est assez... Donc, voilà comment ça fonctionne, la plus-value, effectivement. Donc, LMNP, on combine à la fois l'avantage d'avoir un résultat fiscal... de ne pas être imposable sur les loyers en cours de vie du bien, et d'avoir la plus-value des particuliers à la revente, parce que si on était en plus-value, notamment par exemple en SCI, on réintègre en fait à la fin
dans le calcul de la plus-value, les amortissements qu'on a pratiqués. Donc la base de plus-value est beaucoup plus importante. Oui. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, derrière, on est imposé à l'impôt sur le revenu, donc sans abattement. Là, il n'y a pas d'abattement dans une SCI, à l'IS. Et donc, cette plus-value donc, dans laquelle on a réintégré les amortissements. À l'impôt sur les sociétés d'abord, du coup. Tu as dit à l'impôt sur le revenu, mais la plus-value, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans la pardon, SCI, c'est ça. et après... Oui, exactement. En fait, elle est imposée, effectivement, pas à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 15% jusqu'à 42 500 et 25% de là. Donc, sachant quand même qu'on a fait du déficit normalement avant, voilà, qui s'est reporté ça peut combler d'année. effectivement un petit peu et être en 15. Ouais. Mais d'un autre côté, leur intégration des amortissements fait beaucoup plus mal que le taux d'imposition. Ouais. Tout simplement parce que ça revient à annuler l'effet, l'avantage fiscal qu'on a eu en cours de route. On n'a pas payé d'impôts tous les ans, mais on en paye plus à la sortie. C'est ça. Voilà. C'est la différence entre la SCI à l'IR et l'IS notamment. Voilà. Et finalement, quand on fait le calcul, à terme, c'est à peu près kiff-kiff. C'est ça. C'est juste qu'on déporte l'imposition à la fin sur une SCI à l'IS. Pour un complément d'information, on vous met aussi le lien sur la description de l'épisode, parce que j'avais fait une capsule spécifique sur la valeur nette comptable, qui est une notion importante pour comprendre la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Donc ça, voilà, je vous invite à aller la regarder. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon ça va faire une redite. Et donc là, on va parler plutôt de ces projets de refonte du régime LMNP. Régime LMNP qui existe depuis très très longtemps, il me semble. Très longtemps, je n'ai pas la date. C'est quoi, années 50 ou je ne sais pas, mais c'est vraiment très longtemps. C'est très vieux, ouais. Ça a quasiment 70 ans, il me semble. En fait, effectivement, à la base vraiment initiale du projet, le but c'était de dynamiser en fait 3 secteurs. C'était les résidences vacances, étudiants et seniors. Et c'était ça, en fait, vraiment ce qu'ils appellent les résidences-services. Le principe de base de la location meublée. Et donc, c'était pour favoriser tout simplement l'économie dans ces trois... Enfin, il y avait des besoins de logement, en fait, dans ces secteurs-là. Parce que, vacances, la France reste un pays de... Enfin, tourisme reste un secteur économique majeur. Et puis, après, étudiants et seniors, parce qu'il y avait besoin de logement... parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants et de plus en plus de seniors. Mais ça, effectivement, c'était il y a un moment. Et entre-temps, en fait, ça s'est déporté sur... Il y a Airbnb qui est arrivé sur le marché. La location meublée, c'est beaucoup plus aussi démocratisé, parce qu'en fait, les gens, au lieu d'investir dans les résidences étudiantes, ont fait eux-mêmes leur propre studio pour des étudiants. Effectivement, puisque les locations meublées, on est plutôt généralement sur des étudiants jeunes actifs. Donc, voilà, ça c'est un peu l'économie à façonner les choses entre-temps, au final, et la fiscalité. Aujourd'hui, n'a plus beaucoup en tout cas de logique avec l'économie actuelle. C'est pour ça que voilà, il y a probablement que on peut l'appeler niche fiscale. Les jours sont potentiellement comptés. Et chaque année, on va bientôt y être, même si cette année c'est plus compliqué que les autres années, mais on va arriver au projet de loi de finances, et ça fait quand même déjà 2 ans d'affilée qu'il y a des amendements qui ne sont pas votés à la fin, parce que les 2 dernières années, ça a été voté avec le 49.3, donc en fait, ça a écarté tous les amendements qui étaient proposés, mais ça fait 2 années qu'il y a des amendements proposés par la commission des finances, et notamment aussi la commission qui s'occupe du logement, parce qu'il y a un problème de crise du logement qui fait qu'on manque de logements pour des gens qui cherchent une habitation, et pas pour des vacances. Et donc, il y a la problématique derrière de dire qu'on a des logements qui sont vides, ou en tout cas qui sont uniquement pour le tourisme, quand on a des gens qui manquent d'habitation en face. L'idée, c'est de pouvoir faire trouver un équilibre à ce niveau-là. C'est le principal problème, on va dire, qui a amené à ces discussions au gouvernement. J'ai vérifié entre-temps, pendant que tu parlais, c'est 1949. Ah oui, donc voilà, ça énorme. fait 70 ans. C'est quand même plus de 70 ans, donc c'est quand même une niche qui dure depuis très longtemps. Mais très connue que depuis 10-15 ans. C'est ça, voilà. Moi, j'ai commencé à l'MNP en 2010, et les gens me disaient, oui, ça va pas durer. Bon, ça fait 15 ans. Voilà, ça fait 15 ans, j'en profite, très bien. Voilà, j'ai revendu, j'ai arbitré depuis, etc. Et très bien. Et on est plein, dans mon cas, à avoir profité de ça. Donc, voilà, si j'avais écouté les gens et j'avais été frileux, je l'aurais pas fait. Ça m'a permis de construire un patrimoine, soit. Donc voilà, là on parle aussi de choses qui sont en projet. Comme tu dis, ça fait 2 ans que ça pousse un peu, mais en tout cas rien n'est fait, et surtout on ne sait pas le scénario sur lequel ça va s'arrêter. Il y a plusieurs scénarios, parce qu'évidemment tout le monde y met son petit grain de sel, puis tout le monde a envie de défendre un petit peu son truc et d'être en opposition avec l'autre, c'est la base de la politique. On va se focaliser nous ici sur 2 scénarios principaux. Le premier scénario, c'est de réintégrer les amortissements dans le calcul
de la plus-value, donc finalement calculer la plus-value sur cette fameuse valeur nette comptable, et pas la valeur d'achat, mais donc c'est la valeur d'achat diminuée de tous les amortissements dont on a bénéficié sur les premières années, enfin en tout cas sur les années de détention qui nous ont permis justement de ne pas payer d'impôts à court terme. Et le deuxième scénario, c'est de se dire on ne considère plus du tout les amortissements, donc on retombe finalement sur le régime des revenus fonciers. Et c'est là où on fait la distinction d'ailleurs entre les revenus fonciers et les revenus de location meublée. Ce sont deux types de revenus différents. Ça aussi, les gens souvent ont du mal un peu à faire la différence. Revenus fonciers imposés à votre tranche marginale d'imposition après un abattement qui aujourd'hui est de 30%. Ça, c'est pour le micro. Ça, c'est pour le micro. Sinon, on peut déduire au réel. Pas grand-chose. Mais tu ne peux pas déduire autant de choses que la location meublée. Et la partie location meublée étant plutôt 50% d'abattement cité au micro aussi, ou avec une comptabilité au réel, notamment avec la prise en compte des amortissements, ce qui n'est pas le cas dans le réel du revenu foncier. Voilà. Donc là, le scénario 1, on a dit, on ne change rien, sauf que à la sortie, ça fait un peu plus mal. Donc, on va prendre un exemple concret qu'on t'a préparé pour voir quelle est la différence à 10 ans. On fait toujours des scénarios à 10 ans. Pourquoi ? Parce que c'est un timing d'arbitrage assez moyen pour des raisons fiscales, des raisons aussi de vie, etc. Économique aussi. Voilà, économique. Ça fait à peu près sens d'avoir 10 ans. C'est pas parce qu'on emprunte sur 20 ans qu'on est obligé de garder le bien 20 ans. Voilà. Et scénario 2, on va voir, finalement, ça revient à se dire, on loue en nu au lieu de louer en meublé. Hein. C'est un peu ça qu'on va voir. C'est ça. Hein. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une distinction meublé ou nu, mais en fait, il pourrait très bien ne pas avoir de distinction et dire à partir du moment où on loue un bien immobilier, c'est du revenu foncier. C'est ça. Voilà. Il y a d'ailleurs des gens qui ne connaissent pas le LMNP et qui louent des biens meublés en nu. Hein. Totalement. Voilà. C'est vrai. On en a aussi. Ou qui en font le choix. Qui en font le choix pour, à la limite, c'est un intérêt fiscal parce qu'ils ont fait beaucoup de travaux et qui déduisent les travaux sur les premières années et donc du coup, ils restent en revenu foncier. Mais effectivement, ça pourrait... c'est pas interdit d'avoir un meublé qu'on impose en revenu foncier. Donc, on pourrait très bien tomber là-dedans. Ok. Et, scénario 1. Ouais. Juste avant, il y a une petite distinction quand même, c'est que ce que je disais par rapport à les amendements qu'il y a eu les années précédentes, ça concernait les locations courte durée uniquement. Donc, parce que c'est par rapport à ce qu'on disait par rapport à la crise du logement, c'est vraiment les courtes durées qui posent problème parce qu'à la limite, les longues durées apportent du logement, apportent de la valeur généralement justement pour des logements étudiants, etc., qualitatifs. En tout cas, je pense que la plupart sont plus qualitatifs que dans les résidences étudiantes. Ouais, c'est vrai. Voilà, quand on voit notamment là, pour les JO, les chambres qu'ils avaient, etc. Alors que quand on voit les studios meublés, généralement, en tout cas, que tu peux faire, voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc ils ont plutôt quand même intérêt à le faire parce que ça participe aussi à la rénovation énergétique. Bref, donc je pense que si en tout cas il y a quelque chose qui va se faire, c'est plutôt la courte durée, en plus avec la pression des hôtels qui aussi ne sont pas forcément fans du sujet. Donc voilà, je pense qu'il y a surtout la courte durée en priorité s'il doit y avoir une première étape. Oui, s'il y a une progressivité, en tout cas, ce sera d'abord... C'est sûr que ça sera la courte durée de toute façon, la courte durée, depuis plusieurs années déjà, est de plus en plus réglementée depuis qu'il y a Airbnb, parce que ça a dépassé ce que... l'État se fait dépasser par le phénomène. Quoi. D'ailleurs, c'est d'abord les municipalités qui prennent le devant, parce que chaque municipalité a aussi imposé ses propres règles. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a une mouvance, en tout cas, vers l'anti un peu Airbnb de la part des municipalités. Donc, donc s'il y a une progressivité, ça va être ça d'abord. Mais là, on va considérer que c'est de la location meublée normale, dans le scénario 1. Donc, let's go, effectivement, on rentre. Voilà. Donc, si on réintègre les amortissements, donc, au final, en cours de vie, sur le résultat annuel, ça ne va rien changer. Puisque, en gros, on va continuer à avoir notre loyer, moins nos charges, moins notre amortissement. Ça nous donne un résultat. Si j'ai un bénéfice éventuel qui me reste à la fin, il est imposé à l'impôt sur le revenu. Donc ça, il n'y a pas de changement là-dessus. Par contre, effectivement, si on rentre dans les chiffres, et là, donc faut s'accrocher. Donc on a simulé en fait des chiffres précis. Donc l'hypothèse en fait, c'est d'avoir, en tout cas de manière annuelle, un loyer. Donc on a fait une hypothèse où on aurait, par exemple, ça dépend, mais soit l'équivalent par exemple de 2 studios dans une ville moyenne voire grande, ou d'avoir en tout cas un appartement. En gros, avec une valeur globale d'investissement de départ de 260 000 euros. Ça nous rapporterait 16 500 euros de loyer par an. On aurait à peu près, tout ça c'est hypothétique, hein, donc ça dépend des rentabilités de chacun, 3 500 euros de charges. Donc là-dedans, on a les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance, les choses comme ça. Des intérêts d'emprunt.
Donc 6 000 euros dans cet exemple-là, c'est sur la base d'un emprunt voilà, sur les taux actuels et sur, je pense que j'avais fait sur 25 ans. Et puis, du coup, on aurait un amortissement, dans le cas présent, de 6 880 euros. Par an. Voilà, donc tout ça, c'est annuel. Une fois qu'on déduit donc 16 500, moins 3 500, moins 6 000, moins 6 880, on arrive à un résultat de 120 euros. Donc, en gros, on est à l'équilibre, ce qui est un grand classique. Hein. Pour peu que tu aies acheté 2 micro-ondes, ouais. t'es à zéro, quoi. mais c'est assez classique, en fait, sur des rentabilités normales, on va dire, de marché, moyennes, on est généralement à l'équilibre sur du LMNP. Si on a une rentabilité supérieure, souvent c'est de la courte durée. Soit si elle est inférieure, c'est que soit on a eu peut-être des charges ou alors qu'on est vraiment plutôt sur l'investissement patrimonial. Là, tu es sur une renta de 6,3 brut. Oui, quand tu intègres les amortissements. Non, les loyers, 16 500 euros annuels sur 260 000. Oui. Total projet. C'est un investissement équilibré. Donc c'est brut en dehors de. C'est pas un investissement cash flow, c'est clair, mais c'est un investissement équilibré. C'est pour ça que je disais ville moyenne grande. Quoi. C'est brut considérant aussi les frais de notaire, tout ça, parce que dans le tête 260 000, c'est avec frais de notaire inclus et tout ça. Hein, donc, voilà. Okay. Voilà, oui, donc on doit arriver peut-être à 5% net, comme ça, peut-être un peu moins avec les intérêts actuels. Donc voilà, donc on a un résultat à l'équilibre. Donc en gros, allez, 120 euros, même si on avait ce petit 120 euros imposé à l'IRPP, 56 euros d'IRPP avec une tranche marginale à 30%. L'IRPP, c'est impôt sur le revenu du patrimoine des particuliers. Non, impôt sur les revenus. Personne physique peut-être. Je sais pas. Tu vois, je sais même pas. Le mot que je dis tous les jours. Non, il me semblait que c'était impôt sur les revenus et le patrimoine des particuliers. Ah oui, peut-être. Je crois que c'est ça. Donc l'impôt sur le revenu, on va dire pour faire plus simple. Donc 56 euros, voilà, c'est rien du tout. Voilà. Et à côté de ça, vous vous enrichissez parce que quand même, ça vous coûte 56 euros par an et vous remboursez du capital chaque année. Alors, on l'a pas là à dissocier, mais il y a du capital. Oui, brut si on enlève en fait et qu'on raisonne en cash dégagé, après on rembourse un emprunt avec, parce que le remboursement du capital ne passe pas dans les charges. Mais effectivement, sinon on est à 7 000 euros en fait, d'enrichissement. Parce que le remboursement du capital, c'est un enrichissement. Donc, effectivement, on a 7 000 euros par an d'enrichissement. Or, bien sûr, prise de plus-value. Prise de valeur dans le temps. Bien sûr. Donc, ça, c'est annuel. Si on rapporte ça sur 10 ans maintenant pour faire notre simulation sur 10 ans, donc on passe à 165 000 de loyer, 35 000 de charges, 60 000 d'intérêt, 68 800 d'amortissement. On multiplie tout par 10. Donc, un résultat de 1200, 120 x 10. Donc, sur 10 ans, les 56 euros sont devenus 566. C'était 56,64. Donc, allez, 560 si j'arrondis. 560 euros d'impôt sur 10 ans qu'on a payé au fil de l'eau. Évidemment, dans ce scénario, on ne considère pas qu'il y a eu des travaux entre-temps, des dépenses. C'est pour simplifier. Truc très effectivement simplifié. Donc voilà, au bout de 10 ans, je revends. Sachant que j'ai acheté 260 000, si je revends 320 000, voilà, j'ai pris, j'ai dû prendre 2-3% par an. On arrive donc, nous on dégage une plus-value économique de 60 000, ça c'est une chose, mais au final on a dit tout à l'heure que le calcul, en tout cas la plus-value elle est de 60 000, mais derrière on va déduire des amortissements pour durée de détention, parce que je suis à 10 ans, donc de la 5e à la 10e année, j'ai un abattement qui se crée. Voilà, donc je vous passe les détails du calcul, mais au niveau de l'impôt sur le revenu, ça fait un abattement de 18 000, et au niveau des prélèvements sociaux, un abattement de 4 950. Ok. Du coup, une fois que... Donc ça, quand tu dis 18 000, ça veut dire que ton assiette imposable sera imputée de 18 000 euros. Voilà. C'est pas 18 000 euros d'économie d'impôt, c'est vraiment l'assiette. C'est l'assiette qui diminue de 18 000 pour calculer l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que du coup, on a une plus-value nette d'impôt de 60 moins 18, 42. Enfin, net imposable, 42 000. Et pour les prélèvements sociaux, 60 moins 4 950, 55 050 de plus-value imposable aux prélèvements sociaux. Donc, on impose notre partie IR à 30%, notre partie prélèvements sociaux à 19%, Donc, impôt sur le revenu à 19%, prélèvements sociaux à 17,2%. Et on arrive à la fin, impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux à 17 448 euros. Voilà. Ça, c'est mon impôt. En gros, j'ai généré 60 000 de plus-value et dessus, j'ai 17 448 euros d'impôt. C'est-à-dire 29% de ma plus-value. Oui, ça c'est la plus-value. Donc du coup, considérant que le marché a pris un petit peu, comme on a dit, 60 000 euros. Et on en redonne 29% à l'État. Et on redonne 29% à l'État, considérant les abattements. Exactement. Pour durée de détention.
Et en plus de ça, donc, tu as remboursé du capital. Oui, Et donc, quand tu rembourses ton crédit à ce moment-là, la différence entre le montant emprunté et le capital restant dû à ce moment-là, c'est ton enrichissement latent aussi qui s'est exactement. fait grâce au remboursement du capital. Voilà. Ok. Donc, ton gain net, quand tu réintègres tout ça, Donc ton gain net quand tu réintègres tout ça sur 10 ans, c'est, si j'arrondis, pour faire un chiffre simple, 112 000. ok. Voilà, donc 112 000 euros, ça c'est ce que j'ai gagné, je me suis investi tous les ans. Ouais. Donc on a dit que c'était à peu près 7 000 euros par an, Ouais. donc 70 000 sur 10 ans, plus ma plus-value de 60 000, donc là j'arrive à 130, Ouais. et moins mes 18 000, si j'arrondis, hein, parce que c'était 17 448, mais là encore une fois, pour faire des grandes ordres de grandeur, 18 000 d'impôts sur la plus-value à la sortie, fait qu'il me reste 112. Ouais. Voilà. C'est assez, voilà, le découpage est assez simple à comprendre. Et donc, du coup, si on fait une rentabilité sur 10 ans, c'est-à-dire que je prends mes 112 000 divisé par mon investissement initial de 260 000, ça nous fait une rentabilité sur 10 ans de 43%. Voilà, donc ça, c'est vraiment la performance de l'investissement sur 10 ans. C'est 43, après on pourrait le ramener à l'année et tout ça, mais ça fait 43%. Et c'est important de garder ça en tête parce que ça va nous permettre de comparer justement avec les deux scénarios qu'on va voir derrière. Quel va être l'impact? Parce qu'au-delà du montant et de la valeur, ce qui est important, c'est de voir les ratios aussi de performance. Okay. Donc ça, je pense que c'est un calcul aussi intéressant à calculer pour... quand on fait un investissement immobilier, en fait, tout simplement aussi ce calcul-là, de se dire si à 10 ans, combien ça va me rapporter pour pouvoir comparer des investissements ou avoir des ordres de grandeur en tête. 43%, si je le rapporte donc ça fait 4,3% par an. Ouais. Ce qui est, toi, tu as plus l'habitude que moi, mais ça me paraît c'est un peu plus que ça, parce qu'en fait, tu as un principe de il y a l'effet de levier. Et puis de principe de composé, donc c'est pas peut-être 4,3 par an, mais c'est, bien ça sûr. démarre à 3% par an, ça s'empile comme les intérêts composés. Ouais. Exactement, oui, c'est vrai que c'est ça, mais si on prend effectivement une rentabilité moyenne, on est là-dessus, ce qui me paraît assez cohérent. Si, je pense qu'on raisonne plutôt autour de 5% en général, mais effectivement, on devait y être sur la fin. Ouais. Et comme tu dis, avec l'effet de levier, ça change tout. Exactement. Parce que ça dépend de l'apport et de la manière dont tu as financé le bien, et c'est ça qui fait la puissance de l'IMO. C'est exactement ça, c'est toujours la même chose. On pourrait dire, oui, 5%, c'est pas grand-chose par rapport à la bourse qui fait 10, mais sauf que la bourse qui fait 10, la banque, elle va pas te les prêter pour pouvoir faire ces 10. Alors que là, en fait, tu as fait 10%, tu as fait 4 ou 5%, mais avec de l'argent qui t'appartient pas à la base. C'est ça. Donc, en fait, c'est l'effet de levier, bien sûr, forcément toujours qui est intéressant parce qu'en fait, à la fin, tu gagnes 112 000 potentiellement en ayant mis zéro. Enfin, si je tire le trait, si tu as emprunté la totalité, ce qui n'existe plus trop en ce moment. Mais même si tu as mis même 10, 15, 20% d'apport, le rendement sur les fonds propres que tu as mis au départ, il est décuplé grâce à si je le fais sur les fonds propres, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose, le même calcul. Donc voilà, donc on est à 43%, 112 000. Si on passe maintenant, on attaque notre scénario 1 et on réintègre nos amortissements, cette fois, en fait, ça changerait en cours de vie. Par contre, à la sortie, je vais réintégrer mes 68 800 d'amortissement pratiqués sur mes 10 ans. Donc, ça veut dire que ma base imposable, elle va augmenter de 68 800. Ouais, clairement. Donc là, on comprend que ça va faire mal parce qu'on a vu qu'on avait à peu près, tout à l'heure, c'était 29% précisément, mais en tout cas 30% d'imposition. Donc, on sent qu'on va prendre 30% de 68 800 en plus, et c'est à peu près ça. Mais les abattements vont aussi s'appliquer là-dessus. Vont s'appliquer effectivement là-dessus, mais du coup, les abattements vont augmenter effectivement parce qu'il va avoir une base plus forte, mais la base plus forte sera quand même... proportionnellement, c'est la même chose. Proportionnellement, ça revient même. Voilà. Donc, on a effectivement 68 800 qui augmente dans ma base, donc ça veut dire que là, au lieu d'avoir 60 000 de plus-value, je passe à 128 800, je fais plus que doubler. Donc j'ai un abattement sur l'impôt sur le revenu qui passe à 38 000, 18 000. Sur les prélèvements sociaux, ça passe à 10 000 au lieu de 5 000 tout à l'heure. Et donc j'ai, si je vais en bas de la ligne, sur la dernière ligne, totale imposition, impôt plus prélèvements sociaux, après abattement de 37 500 euros, si j'arrondis. Donc 37 500, quand tout à l'heure on était à 17 500. Donc c'est plus du double. Voilà, on a pris 20 000 qui est de toute façon à peu près plus ou moins 30% des amortissements qu'on a pratiqués. Tout à fait. Très logique. C'est ça. Donc dans les ordres de grandeur, on est là-dessus, sauf qu'effectivement, par contre, maintenant, quand on rapporte cette imposition par rapport à la plus-value économique de 60 000, mécaniquement, ça double. Et donc, on est, au lieu d'être à 29, on est à 62. Voilà. On donc là, rajoute ça fait un sacré 30%. Là, tu doubles ton pourcentage d'imposition sur la plus-value.
Exactement. Donc là, 62%, ça commence à faire Ouais. beaucoup. Ça fait Ouais. plus que la moitié. Et ça, c'est sur la plus-value. Mais après, au niveau Sur la plus-value global, économique, ouais, voilà, bien au sûr. niveau global, considérant le remboursement du capital et tout Oui, ça. oui, bien sûr. Après, voilà, c'est effectivement, il faut prendre en compte le fait que, au final, on les réintègre à la sortie, mais bon, on va voir, c'est pas tout à fait la même chose, mais on les a en revenu foncier, mais on les a quand même déduits tous les ans Oui. aussi de notre Ouais. impôt. Donc on a 62%, ça c'est un premier point, mais le point le plus important, effectivement, c'est de tout concaténer sur les 10 ans. Et donc cette fois, là, tout à l'heure, on avait un gain net sur 10 ans de 112 000, Mhm. donc avec notre rendement plus notre plus-value nette d'impôt. On est maintenant à 92 000. Donc on a perdu 20 000 euros. On a perdu 20 000 euros avec, dans cette étape-là, en réintégrant les amortissements. Et si on leur apporte un pourcentage, maintenant on a 35 au lieu de 43. Ouais. On passe à 35%. Donc voilà, 20 000 euros sur 10 ans d'impact sur un investissement, en tout cas à 260 000. Hein. Ouais. Donc voilà, ou sinon on peut le raisonner en pourcentage. Voilà, 8%, vous faites 8% de votre investissement. Ça peut paraître beaucoup et pas beaucoup à la fois. Ça, chacun se fera son... Ouais, non, mais c'est vrai. En fait, forcément, c'est plus impactant avec le régime actuel. Là, la question qu'effectivement, j'ai beaucoup, moi, sur les réseaux sociaux ou à titre perso ou de la part de nos prospects ou de nos clients, c'est justement, est-ce que je dois toujours continuer d'investir en LMNP parce que ça va changer, c'est mouvant, etc. Moi, la réponse que je leur donne souvent, c'est de toute façon, au pire, si ça change, ça revient à être un SCI à l'IS. Ouais. Sauf que l'argent n'est pas à la société, mais à vous. Donc, quoi qu'il en soit, ça reste plus intéressant qu'une SCI à l'IS. T'es d'accord avec moi ? Sûr. Voilà, parce qu'il n'y a pas cette notion IS puis IR. Vous êtes direct à l'IR, l'argent vous appartient. Il ne passe pas par la case personne morale. Exactement, parce que la différence, quand tu l'as dans une SCI, c'est qu'après, si tu veux le sortir vers ton patrimoine perso, ben, tu vas prendre de la flat tax sur les dividendes. Oui. Donc, effectivement, il faut mieux l'avoir en direct que par une société. Et on me dit, après, des fois... Si t'es plusieurs, c'est un autre sujet. Oui, mais... voilà. Oui, tu peux aussi te verser un salaire de gérant. Enfin, il y a plusieurs solutions de le sortir, mais il y a toujours de la charge dessus à passer, quoi. Ou de la fiscalité. Ce qu'on me répond aussi des fois, c'est on peut dire... oui, mais du coup, ça reste quand même moins intéressant que le LMNP aujourd'hui. Oui, d'accord, mais si le LMNP disparaît, l'état du LMNP aujourd'hui, en tout cas, est refondu et disparaît, ça veut dire quoi ? Que vous investissez plus du tout ? Oui, c'est ça. Non, parce qu'en fait, moi, ça fait des années, par exemple, que j'investis en SCI à l'IS. Donc, pour moi, si le LMNP se rapproche du SCI à l'IS, bon, soit ce sera toujours quand même plus intéressant, ou au pire, ce sera la même chose. Mais j'encouragerai quand même toujours les gens à le faire. Parce que ça reste toujours plus intéressant que d'aller se mettre en personne morale, tant qu'on peut le faire en personne physique, en tout cas. Je pense qu'il y a un peu le même arbitrage dans l'IMO sur les taux d'intérêt. Parce qu'au final, c'est un peu la même chose. Si à un moment, on attend trop longtemps, au final, qu'on retombe à des taux d'intérêt à 1%, ben là, tu peux être sûr que tu ne vas pas investir dans les au moins 5 prochaines années. Ouais. Donc, du coup, c'est pareil. On a eu à un moment des taux qui étaient totalement économiquement incohérents. Et donc, effectivement, il ne faut pas s'attendre à ce que ça... On est revenu plus à quelque chose de plus normal. Et voilà, et c'est la même chose même pour les prix à la limite. Si on attend forcément que toujours les prix descendent, en fait, ça va pas aller dans le bon sens. Donc effectivement, je pense je suis d'accord avec toi. Voilà, il faut pas prendre en compte la fiscalité n'est pas un bon arbitrage pour investir. Si on a envie de le faire, on le fait avec ce qui existe aujourd'hui. Et si ça change, ça change. Oui, il y a une vraie prime à l'action en fait dans l'IMO et dans l'invest plutôt qu'à l'attentisme. Effectivement, comme tu disais, quand tu l'as fait il y a 15 ans, parce qu'on t'avait dit de ne pas le faire, tu as bien fait de le faire. Parce que... oui, c'est clair. Voilà. Donc, effectivement, il y a ce point-là. Après, moi, je pourrais aussi dire qu'en fait, 20 000 euros sur 10 ans, ça fait 2 000 euros par an, mais sur un investissement à 260 000 à la base. Donc, voilà, si je disais, comme tout à l'heure, si je dis ça fait 2 studios, donc si tu en as 15, en fait, ça fait 1 000 euros par an par studio. C'est vrai que c'est une somme, mais d'un autre côté, ça reste, on n'est pas assassiné non plus, et il nous reste encore un peu de marge de manœuvre. On a quand même encore de l'enrichissement, en fait. Clairement. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas perdre de l'argent, on va toujours en gagner. Peut-être en gagner moins, mais on va toujours en gagner. C'est clair que là, dans l'exemple, on s'enrichit de 92 au lieu de 112. Oui. Bon, voilà. Donc oui, il y a 20 000 euros, mais il y a quand même 92 000 à prendre. C'est ça. Que si on n'avait rien fait, on n'aurait pas pris, quoi. Et on n'est pas descendu à 10 000, quoi. Voilà, donc, parce que c'est vrai que ça nécessite de l'énergie, et voilà, c'est pas...
Et il faut faire vivre cet IMO, bien sûr, mais voilà, il y a quand même toujours un bon ticket à prendre à la sortie. Donc là, on a bien vu la différence avec le scénario 1, qui est selon toi le plus probable. Ouais, voilà. Sur la courte durée. Voilà. C'était en tout cas l'année dernière. C'était exactement ça qui était prévu sur la courte durée. Ok. Et le scénario 2, qui existe déjà, puisque c'est le cas des revenus fonciers. Qui sera un scénario plus sévère. Plus sévère, c'est de là pas du tout considérer les amortissements comme on le disait. En gros, mais fin au régime de la location meublée. Ouais, voilà. Donc là, on traite la location nue de la même manière que la location meublée. Donc c'est du revenu foncier, tout simplement. Ce qui serait tout à fait possible. Ouais, parce que, ce qui est le cas dans la plupart des pays. Oui, c'est ça. Ce qui serait tout à fait possible, ou alors peut-être qu'il serait possible, mais avec des restrictions en disant que ça fonctionne que pour certains endroits qui sont... comme ils l'ont un peu fait pour le micro cette année, ils ont changé les seuils du micro en prenant en somme les zones tendues, les zones pas tendues, etc. Donc là, c'est peut-être qu'il y aura ce genre de... Parce qu'ils aiment bien complexifier aussi, généralement. Donc, il y aura peut-être ce genre de choses qui rentrera en compte. Mais dans tous les cas, effectivement, on peut y arriver sur certains cas, typiquement à la courte durée, comme je disais, parce qu'en fait, ils feront en fonction des objectifs derrière politiques. Mais comme l'objectif politique de cette année, c'est d'aller chercher des milliards d'euros et beaucoup de milliards, voilà. Il y a peut-être, en tout cas, cette année, plus que d'autres, prévoir ce sujet. Donc, si on part dans le scénario 2 sur le revenu foncier, en fait, on fait la même chose, on fait les mêmes hypothèses, sauf que là, cette fois, c'est quand même pas du tout la même chose en cours de route parce qu'on n'a plus les amortissements. Donc en fait, au lieu d'avoir un résultat de 1200, j'ai un résultat de 70 000 parce qu'en fait, j'ai pas mes amortissements qui ont été pratiqués. C'est-à-dire que mon résultat reflète en fait mon enrichissement latent, plus ou moins latent parce que si effectivement je le touche pas forcément en cash si j'ai un emprunt, mais mon enrichissement réel qui est en fait mes loyers moins mes charges. En fait. Oui, là tu payes en fait, tu as une fiscalité sur des revenus que tu ne perçois pas, mais qui servent à rembourser un emprunt. Oui. D'ailleurs, qui sont un vrai enrichissement. Voilà, et qui est un enrichissement qui est latent, qui est à terme, mais tu payes l'impôt d'abord pour le payer un petit peu moins à la sortie. C'est ça. Donc effectivement, donc là tu as un résultat de 70 000, donc tu appliques ces 70 000 donc sur 10 ans, 7 000 par an, mais tu l'appliques sur ton impôt sur le revenu si tu es sur un TMI, taux marginal d'imposition à 30. Donc tu prends 30 plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc tu prends 33 000 euros sur les 70 000 sur 10 ans. Donc on est à peu près à la moitié, c'est classique. Sur revenu foncier, souvent on compte à peu près la moitié, en tout cas sur un TMI à 30. Après, si on est sur un TMI à moins, ça fait moins. Mais bon, généralement, quand on investit en immobilier, ça veut dire qu'on a des revenus aussi en parallèle qui permettent d'emprunter, etc. Et donc on est plutôt sur des TMI autour de 30. Donc, on a 33 000 d'impôts sur le revenu en cours de route pendant les 10 ans, c'est-à-dire qu'avant même de vendre, on aura payé déjà 33 000. Et au moment de la vente, cette fois, là, il n'y a plus de sujet d'amortissement parce qu'on ne les a pas pratiqués, donc on ne les réintègre pas. Donc, en fait, on revient à exactement le même calcul que le scénario actuel, qui est en fait prix de vente moins prix d'achat, moins les abattements pour durée de détention. Donc on revient sur mes 17 448 euros d'impôts que j'ai dans le scénario actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis en LMNP ou en revenu foncier, l'impôt sur la plus-value est exactement le même. Donc là, en gros, je ne change pas cette fois mon impôt sur la plus-value. Mais par contre, j'ai payé 33 000 de plus en cours de route. Donc mécaniquement, les 33 000, je vais les retrouver à la sortie en moins. Et donc là où je gagnais donc 112 000 actuellement dans le scénario LMNP régime actuel, en revenu foncier, je tombe à 79 500. Donc, tu vois, si j'arrondis, alors 32 500 en moins, quasiment les 33 000 dont on parlait tout à l'heure. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'avais 500 euros pour rappel d'impôt sur le revenu sur mon LMNP. Donc, c'est pour ça que 33 moins 500, ça fait 32 500. Donc, c'est ça mon écart, en fait, c'est l'impôt que j'ai payé en cours de vie. Donc, c'est là qu'on voit bien la puissance, en fait, de l'amortissement et de l'effet de l'intérêt d'être en LMNP versus revenu foncier aujourd'hui. Sur 10 ans, sur un investissement à 260 000, en tout cas dans les hypothèses qu'on a prises, c'est quand même 32 500. Et là, j'en conviens, ça commence déjà à commencer à faire beaucoup plus. Là, l'impact, il est vraiment beaucoup plus fort, effectivement. Exactement. Parce qu'en ratio, là, quand on prend effectivement la performance
la rentabilité à 10 ans sur le montant d'investissement de 260 au départ, on n'est plus qu'à 31% de performance contre 43% actuellement avec le régime LMNP ou avec le scénario 1, 35%. Donc on passe de 43, 35, 31. Donc là, on est vraiment avec le scénario 2 en train de dégrader encore plus la chose. Ce qui est d'ailleurs le cas de tous les gens qui sont en revenu foncier aujourd'hui, qui louent en nu, c'est comme ça. Et il y a, à mon avis, plus de bailleurs en nu qu'en meublé en France. C'est possible. Voilà, compte tenu des gens, notamment de gens qui ont hérité de biens, familiaux, etc., qui n'ont pas de crédit, ça les dérange moins de payer des impôts sur quelque chose qu'ils touchent et qu'ils perçoivent réellement, puisqu'ils ne remboursent pas de crédit en face. C'est vrai que le LMNP a apporté, on va dire, beaucoup de facilité aux gens qui n'avaient pas forcément de moyens pour investir dans l'immobilier, parce qu'ils pouvaient s'endetter sans avoir de fiscalité. C'est ça un peu la clé surtout. Voilà, donc effectivement, tu as ce ratio, comme tu l'as dit, de 43 à 31. Et donc un delta 32 500 sur 10 ans qui effectivement est important. Donc en fait, c'est le scénario 1, c'est la solution intermédiaire, on va dire. Et puis le scénario 2, qui est revenu foncier, c'est le scénario plus entre guillemets le pire, mais d'un autre côté qui serait ce qui s'applique effectivement, comme tu le disais, dans la plupart des pays, parce que c'est le plus simple en fait. C'est tout simplement aujourd'hui. Pourquoi on a fait ça, encore une fois, c'était pour guider l'économie. Comme souvent dans la fiscalité, on fait en fonction de ce qu'on a envie. Donc en fait, là aujourd'hui, si on a envie de guider l'économie sur le fait qu'on s'en fiche qu'il soit nu ou meublé du moment qu'il y a du logement, voilà. Après, d'un autre côté, ça peut effectivement dissuader des propriétaires, des potentiels bailleurs à avoir du logement, à investir dans du logement, et ça peut recréer quand même une crise. Donc je suis pas sûr qu'ils aillent pour autant de suite, parce que pour le coup, ça a été un vrai relais, la location meublée, pour proposer des logements quand même s'il y a la courte durée derrière. Donc encore une fois, je pense que cette distinction courte durée, longue durée est importante. Non, mais c'est pas évident. Il y a de quoi quand même aussi, je pense, effectivement, réfléchir et phosphorer au niveau du gouvernement, parce que c'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense qu'il faut nuancer la chose. On va juste résumer rapido, comme ça on peut clôturer l'épisode là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire en conclusion, sans revoir les chiffres, même si on affiche à l'écran le tableau comparatif qui résume bien les 3 colonnes? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire finalement si jamais il devait y avoir scénario 1 ou 2, qu'est-ce que toi tu suggérerais? Je suggère de continuer à le faire actuellement, en tout cas, bien sûr. À la limite, vu qu'on est à quelques mois d'une échéance, si effectivement il y a des gens que ça rassure d'attendre 3 mois de voir la loi de finances sortir pour faire un investissement, pourquoi pas, mais je pense effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, que dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, même si on gagne moins, on gagne toujours à la fin. Donc c'est ça l'arbitrage. Et après, à la limite, il faut le comparer avec d'autres investissements, mais d'autres investissements où si notre but c'est de faire de l'effet de levier, il n'y en a pas. C'est mort. Voilà. Et et puis après, on a quand même aussi beaucoup d'autres investissements dans lesquels la fiscalité est quand même aussi présente, parce qu'au final, on a souvent, sur tout ce qui est financier, la flat tax au final à 30% aussi. Donc 30%, on a vu que là sur l'imposition, en tout cas sur la plus-value, on est aussi à 30%. Selon notre TMI, en gros, on est plus ou moins la même chose aussi. Donc, dans tous les cas, encore une fois, il ne faut pas se dire ça va être moins bien, j'y vais pas. C'est plus, au final, peut-être que ça sera un peu moins bien que ce que ça a été, mais au final, si je le compare avec ce qui existe, ça reste toujours... Ou à l'inaction. Ou à l'inaction, encore rien pire, faire et faire un peu, il vaut mieux faire un peu. C'est sûr que même si je gagne que 79 000 en revenu foncier sur 10 ans, si j'ai rien fait, j'ai gagné 0. Et même il y a un coût d'opportunité manqué, franchement, voilà. Donc, même on pourrait même se dire qu'on a perdu de l'argent, quoi, clairement. Totalement, oui, parce que c'est brut d'inflation cette affaire. Donc, effectivement. Bon, merci Mathieu, je pense que vraiment c'est très clair en tout cas. C'est encore plus clair en vidéo avec tous les chiffres, parce que nous, on les a sous les yeux, donc c'est toujours plus facile, effectivement, de recoller les morceaux. Mais voilà, donc si vous nous avez écouté en audio, allez voir la vidéo, et puis ça sera encore plus clair pour vous. Mais peut-être que vous avez très bien compris aussi en audio. Et donc, partagez cet épisode autour de vous, parce que j'ai beaucoup de questions. Et donc, j'ai pas répondu à chacun individuellement. J'attendais de faire un épisode là-dessus. Vous l'avez maintenant. Partagez-le, commentez-le. Et faites-nous décoller ce podcast. Voilà. Merci Mathieu en tout cas pour ta participation. Merci Julien. À bientôt. Ciao. Ciao.